constate que des mobilisations pullulent un petit peu partout dans le département, surtout au niveau des collèges et des lycées, et principalement à propos de la carte scolaire. Apparemment des suppressions de postes, rien d'étonnant jusque-là, parce que de toute façon les gouvernements successifs l'avaient annoncé. Rien d'étonnant, si vous voulez, on ne s'habitue jamais à un malheur, mais les choses continuent et s'amplifient de la part du rectorat, avec en fait les moyens qu'on nous annonce pour l'année prochaine qui ne seront pas à la hauteur des besoins pour nos lycées et pour nos collèges. Mais c'était prévisible. Bah, c'était prévisible. Il n'y a pas de moyens, donc on répète chaque année qu'il n'y a pas de moyens, donc pas de création de postes. Non, c'était pas vraiment prévisible. On a un gouvernement actuellement en place qui a choisi de dire on va recréer 60 000 postes. Alors ils ont recréé, mais en Guadeloupe, on a perdu 173 postes depuis 2013. Donc ces gens-là n'ont pas donné ce qui nous revenait. On n'a pas les moyens ici de faire face aux obligations, parce que l'éducation nationale c'est un service public, c'est pas un cadeau qu'on fait aux gens. On leur doit ça pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants. C'est pas octroyé. C'est obligatoire d'avoir des professeurs en face de tous les enfants qui sont en classe. Or, en Guadeloupe, ce n'est pas le cas. Et le recteur, loin de nous annoncer des moyens en plus l'année prochaine pour pouvoir pallier les difficultés qu'on a rencontrées à cette rentrée, nous dit qu'il y aura moins de postes. Alors ça, on comprend tout à fait que les enseignants soient dans le mouvement, et je peux vous dire que les parents sont très remontés aussi, parce qu'ils se rendent bien compte que les absences sont très nombreuses, et qu'il n'y a personne pour remplacer. Justement, on a reçu des représentants de parents d'élèves, de la FCPE, de la FAPEC, il y a à peine 2 semaines de ça, sur les mobilisations à Salsino. Oui. Ils ont réussi à plus ou moins obtenir une même cause, surtout pour le matériel. Vous, c'est vraiment des créations de postes que vous demandez. Alors non seulement on n'avait pas assez, mais le recteur, vous savez, en ce moment dans les établissements, il y a des conseils d'administration qui se réunissent, et puis le recteur fait à chaque établissement une proposition en nombre d'heures, on appelle ça la DGH, la dotation globale horaire. Et donc, cette dotation globale horaire nous annonce moins d'heures d'enseignement dans beaucoup d'établissements, dans la plupart, parce que les moyens ne sont pas là, ne sont pas au rendez-vous. Le recteur répartit la pénurie. Donc vous vous occupez principalement des établissements Gerville-Réache, Irénée-Souta dans le sud Basse-Terre, c'est bien ça? Bah, disons, oui, ce qu'on appelle la FCPE sud Basse-Terre, c'est effectivement un regroupement de quelques établissements dans le sud de la Basse-Terre, comme son nom l'indique. Et moi en particulier, je suis un élu au conseil d'administration du lycée Gerville-Réache, et je suis également pour la FCPE, élu au collège Rémina-Souta. Depuis quelques années, on suit ce dossier et on voit les choses qui se dégradent. Donc les professeurs sont entrés en mobilisation il y a plus d'une semaine maintenant. Voilà, alors Gerville-Réache est en grève, on ne va pas faire le tour, mais la mobilisation s'amplifie. Demain, c'est 5 nouveaux collèges qui ont annoncé leur intention de se mettre dans le mouvement de grève. Donc il ne faut pas espérer que les choses vont pouvoir s'arranger. Moi je pense que naturellement, du côté du rectorat, on se dit c'est très bien, il reste quelques jours, et puis c'est le carnaval, on va tout oublier. Moi je crois que c'est... Ah, ça va même au-delà de ça, hein, puisqu'on nous a envoyé un petit communiqué vendredi dernier, qui dit, je cite, le recteur d'académie, Camille Gallup, réaffirme que tous les établissements sont ouverts et accueillent les élèves, à l'exception du collège Courbaril de Pointe-Noire, où les parents ont décidé de façon unilatérale de ne pas envoyer les enfants au collège. Donc finalement, le lycée Gerville-Réache, la mobilisation n'a même pas compté pour eux. Oui, alors c'est très inquiétant. Des enseignants ont fait le déplacement pour aller jusqu'au rectorat, pour être reçus par le recteur. C'était jeudi dernier. Ces enseignants du lycée Gerville-Réache n'ont pas été reçus. Et le recteur a dit, je vais vous envoyer quelqu'un pour voir sur place comment les choses se passent. Moi, j'ai assisté à cette réunion-là. C'est une réunion qui était une réunion scandaleuse. On nous a envoyé quelqu'un qui nous a dit, vos questions sont politiques. Il n'a pas voulu répondre sur le fait qu'il y aurait moins de moyens. Vos questions sont politiques, mais ce n'est pas une réponse. On a été obligé de lui dire, je lui ai dit, ce n'est pas raisonnable que le recteur nous envoie quelqu'un qui ne répond pas à nos questions. Donc la prochaine fois, puisque la route entre Basse-Terre et le rectorat, c'est exactement la même qu'entre le rectorat et Basse-Terre, c'est aussi long. Des gens de chez nous avaient fait le voyage. Le recteur nous a envoyé quelqu'un qui, finalement, n'était pas en état de répondre à nos questions, ne voulait pas répondre à nos questions. Et donc, la demande qui a été faite de la part des parents, c'est que M. le recteur envoie quelqu'un capable de répondre à nos questions, ce qui veut qu'il y ait un dialogue, ou alors qu'il vienne lui-même. Nous, on l'attendrait, et on a des choses à lui dire sur place pour lui montrer comment les choses vont mal. Mais si on ne lui donne pas les moyens au final, écoutez, moi je connais un petit peu le métier chef de service. Les moyens, si on ne les réclame pas auprès du ministère, on ne les a pas. Donc la bonne attitude pour le recteur, ce serait de se rendre compte que le temps des rustines est fini pour boucher les plaies béantes qui sont celles du système éducatif en Guadeloupe.
On ne s'en sortira pas avec des rustines. Pour l'instant, on recrute comme on peut un enseignant pas toujours formé, un vacataire qui est content d'avoir du travail, mais on n'a même plus ces gens-là, parce qu'ils sont déjà en poste, ces gens-là. On n'a même plus la capacité. Écoutez, il faut donner des exemples précis. À Gerville-Réache, on a fait la rentrée sans professeur de sciences économiques et sociales pour les terminales de cette filière. Des gamins qui vont aller passer le bac, là. Ils se sont trouvés jusqu'à la Toussaint sans le cours qui doit leur permettre d'assurer leur examen au baccalauréat, qui pèse entre 7 et 9 de coefficient. Vous vous rendez compte? Pendant quasiment un cinquième de l'année, ces jeunes-là ont dû être sans cours, et après on nous fait croire que, bon, en 3 semaines, comme par magie, en se débrouillant chez soi, en prenant des polycopies, ils vont rattraper. Mais c'est un crime! Ces gamins-là n'ont pas eu les moyens qui étaient nécessaires pour pouvoir réussir leur examen dans de bonnes conditions. Donc nous, on ne demande pas des choses extraordinaires, on demande qu'il y ait des professeurs. Je vous donne un autre exemple au collège Rémy Nasuta, et en même temps, si monsieur le recteur peut avoir le message, et s'il peut nous répondre là-dessus, c'est intéressant. Depuis le 15 décembre, un professeur de français est malade. Ça arrive, un professeur malade. On doit pouvoir remplacer un professeur malade. Ce n'est pas un problème dans la plupart des académies. Eh bien, ce professeur n'est pas remplacé depuis le 15 décembre. Quand l'administration du collège réclame un remplaçant, on lui dit « Écoutez, il faudra attendre la rentrée des vacances de carnaval ». Voilà 4 classes qui n'ont pas eu français. Vous vous rendez compte, le handicap pour ces jeunes? C'est des 4e et des 3e. Les 3e vont passer le brevet. C'est un truc qui est insupportable. Donc, monsieur le recteur, fini les rustines. Il faut réclamer au ministère des moyens, et appuyez-vous sur nous, appuyez-vous sur les gens qui sont dans le mouvement, appuyez-vous sur les fédérations de parents d'élèves, appuyez-vous sur les syndicats des professeurs qui sont en colère, pour faire en sorte qu'on nous donne les moyens qui nous manquent. 173 postes qui ont été fermés depuis 2013 dans cette académie, 173 postes. C'est quelque chose qui n'est pas supportable. On ne peut pas s'en sortir. Voilà. S'il fallait un exemple, je dirais encore un mot. À l'école primaire, c'est le même problème. Moi, j'ai une petite qui est à l'école primaire. Dans son école, qu'est-ce qui se passe? Il y a des enseignants qui sont malades, gravement malades. Ils sont absents pour le restant de l'année scolaire. On a pris les 2 enseignants qui sont chargés de faire les remplacements, et ils sont là en poste. Quand il arrive une grippe, un accident de santé pour une semaine, 10 jours, qu'est-ce qui se passe? On demande, parce qu'il n'y a plus les remplaçants, ils sont sur des postes, ils remplacent déjà des gens, et il n'y a pas assez de remplaçants, donc il n'y a plus de remplaçants, et donc on demande aux enseignants de se répartir les jeunes en classe. Est-ce que vous croyez qu'on peut travailler quand on a 60 jeunes dans sa classe? C'était le cas du directeur de l'école. Moi, il m'expliquait ce soir, je peux vous dire, c'est quelque chose qui est insupportable. On donne à ces gens-là des conditions de travail qui ne sont pas décentes, et nos enfants n'ont pas de professeurs et d'enseignants en capacité de faire leur travail. Vraiment, il faut que ça cesse, il faut vraiment que les choses changent, et que le recteur fasse son métier, qui est d'aller taper à Paris très fort du poing sur la table, en s'appuyant sur nous, pour avoir les moyens qu'il faut pour la Guadeloupe. Mais le rendez-vous n'a pas encore été fixé. Alors le rendez-vous n'a pas été fixé parce que, comme d'habitude, comme les mauvais patrons, le recteur joue le pourrissement. Il pense que les gens vont se lasser. Voilà, c'est le carnaval, encore un petit peu, on va avoir une bonne pause de vacances. Eh bien, c'est un mauvais calcul parce que les parents ne lâcheront pas. C'est notre dû, c'est l'avenir de nos enfants. C'est pas un caprice, c'est notre dû pour que les jeunes puissent étudier. Est-ce que les résultats aux examens dans l'Académie de Guadeloupe sont tels qu'on peut se permettre de rendre 173 postes d'enseignants? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut améliorer nos résultats? Est-ce qu'au ministère, si le recteur n'explique pas les choses, on ne peut pas parler de ces enfants qui sont créolophones de naissance, qui viennent à l'école et qui ont un mal de chien pour s'adapter? Il nous faut des moyens supplémentaires, il nous faut qu'on prenne en compte notre situation réelle. Moi, je suis honoré de travailler dans ce pays, c'est super important de ne pas négliger le créole, mais il faut aussi savoir que ça peut être, le créole est toujours une richesse, mais ça peut être pour des jeunes où on ne parle que créole à la maison, un handicap quand ils arrivent à l'école. Ils ont besoin de moyens renforcés. Est-ce que le recteur, c'est pas son métier d'aller expliquer ça à Paris? Est-ce qu'il ne peut pas réclamer les moyens qu'il nous faut pour la Guadeloupe? Est-ce qu'on peut si les résultats scolaires sont maintenus visiblement, les professeurs de leur côté, on en a interrogé pas mal, ont fait beaucoup d'efforts, bien sûr, ils ont supporté pendant un certain nombre d'années, de façon à pouvoir maintenir les résultats. Mais c'est même pire, on les épuise les professeurs. Là, les calculs ont été faits pour qu'on s'en sorte, à condition que les professeurs acceptent de faire des heures supplémentaires.
Bon, alors certains professeurs accepteront de faire des heures supplémentaires, mais la loi dit qu'on ne peut pas demander, obliger un enseignant à prendre plus d'une heure supplémentaire. Et c'est aussi la qualité du travail. Vous savez, les enseignants, ils ont un métier très difficile. Il y en a énormément qui font leur boulot avec passion. On pense qu'ils sont au week-end, qu'ils ont de larges vacances. Si vous saviez le nombre que je connais, moi, personnellement, qui passent leur temps à faire des recherches, à préparer leur classe, à se reposer aussi, parce que les enfants sont plus difficiles qu'auparavant dans ce moment-là, pour rebondir et faire face à des classes quelquefois difficiles, eh bien je crois que ce moment où on ne peut plus prendre tout ça en compte est terminé. Il y a un chiffre aussi qui est terrible, et qui moi, me met très en colère. Vous savez que dans toutes les académies, puisque ce gouvernement socialiste, ayant constaté que Sarkozy avait fermé 120 000 postes, a décidé d'en recréer 60 000. Bon, c'est pas assez, mais une partie de ces 60 000 postes ont été recréés. Et nous, on en a perdu. C'est-à-dire qu'on a repris des postes à la Guadeloupe pour faire cette politique qui voulait de mettre plus de professeurs dans certaines académies. Et il n'y a que 3 académies qui, depuis 3 ans, perdent des postes en nombre de professeurs. Une académie de l'Hexagone, et on va l'oublier, encore que c'est mon pays, c'est dans l'est de la France, donc je peux vous dire, ça ne me laisse pas complètement froid. Mais les 2 autres académies qui perdent des enseignants, les 2 autres sur le territoire national, c'est la Martinique et la Guadeloupe. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, ce mépris pour l'outre-mer? Est-ce qu'on est moins bon ici qu'ailleurs? Est-ce qu'on n'a pas droit aux mêmes moyens qu'ailleurs? Est-ce qu'on ne va pas prendre en compte nos particularités, comme on le fait quelquefois dans des banlieues difficiles, où on met quelques professeurs en plus? Nous avons besoin de ces moyens, il faut qu'on arrête de nous les reprendre et qu'on nous les rende. Voilà. On veut ces 173 postes, il faut nous les rendre. Alors pourquoi pas une mobilisation intersyndicale au lieu de faire établissement par établissement, puisque visiblement la situation est un peu préoccupante dans la majeure partie des établissements du département? Oui, mais je pense que moi, les choses vont prendre, les gens vont se solidariser. Si vous voulez, on répond établissement par établissement, parce que le recteur, il ne met pas sur la table les moyens qu'il a sur l'ensemble de l'académie. Il demande à chacun des conseils d'administration, dans les collèges, dans les lycées, de débattre sur ses propositions. Au lycée Gervais-Réage, c'est clair, de façon majoritaire, le conseil d'administration a refusé par 2 fois la proposition qui était faite par le recteur. Bon, alors, Madame le proviseur a repris son crayon en mobilisant toute son équipe pour essayer de résoudre la quadrature du cercle. Mais si vous voulez, quand le gâteau est trop petit, chacun ne peut pas avoir une part. Et puis j'ai juste un tout dernier message personnel, c'est pour Monsieur le recteur. Fini les rustines, Monsieur le recteur. Allez à Paris chercher les moyens qu'il nous faut pour la Guadeloupe. Sur le sujet que vous abordez, c'est un sujet qui est un sujet grave. Moi, je vais réagir en tant que responsable politique, puisque vous le savez, moi je suis le responsable de la campagne de Jean-Luc Mélenchon dans cette... Secrétaire général du Front de gauche en Guadeloupe. Voilà, je ne suis pas tout seul sur cette responsabilité, il y a plusieurs responsables, mais je suis un des porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Et pour nous, cette situation-là est une situation inacceptable. Ce qui s'est passé est inacceptable. Et, bon, moi j'y étais pas. J'attendrai effectivement que la justice fasse son travail. Mais je trouve que la conclusion de la police des polices, puisque c'est la police des polices, qui pense qu'il s'agit d'un accident, est de nature à heurter tout le monde. C'est une sorte de corps, la police, qui se protège même quand il y a des éléments pourris. Moi, c'est pas toute la police que je considère de cette façon-là. Je connais beaucoup de policiers républicains qui font très bien leur travail. Il y en a d'ailleurs qui travaillent avec nous pour la France Insoumise. On connaît des policiers républicains. On sait aussi qu'il se propage dans certains cercles de la police des thèses qui sont des thèses racistes et xénophobes. Moi, je n'ai pas envie que mon pays, que ma République, ça ressemble aux États-Unis, où, quand on regarde les statistiques, il ne fait pas bon être noir. Je n'ai pas du tout envie de ça pour la France. Je pense que c'est inacceptable. Quand on regarde le nombre de gens qui sont en prison aux États-Unis, on peut penser que c'est sans doute parce que les Noirs sont plus mauvais, mais on peut penser aussi que la recherche des coupables et la mise en accusation des uns, et en situation difficile et en prison, elle se porte sur un certain nombre sur un certain type de population et pas sur toutes. Et c'est ce qui se passe dans les banlieues. Et c'est ce qui se passe, ce qui provoque d'ailleurs des heurts que nous jugeons regrettables. Pour nous, des voitures qui flambent, c'est pas non plus ce dont on a envie, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas la bonne réaction. Bon, ceci dit, on fait peur aussi aux gens. On favorise aussi le Front National, si vous voulez. Ça fait boule de neige, tout ça. Parce que voilà, les jeunes qui se révoltent, qui mettent le feu aux poubelles, quelquefois en faisant prendre des risques, ou qui brûlent des voitures.
Bon, ceci dit, qu'est-ce qui sait par exemple qu'aujourd'hui, un camion a brûlé dans le Finistère? C'est les agriculteurs. On va dire, les revendications sont fortes. Est-ce qu'on dit la même chose quand une voiture brûle dans une banlieue? On dit non, c'est les émeutes. Donc là encore, il y a un regard qui est faussé. Et nous, on n'est pas du tout du côté des émeutiers. On pense qu'il faut dialoguer, on pense qu'il faut avoir des positions raisonnables. On ne juge pas avant que la chose soit jugée. Moi, je suis très content que la justice désigne un magistrat pour ça. Mais pour l'instant, les premières conclusions de la police des polices, c'est que c'est un accident. C'est grave. Si la police des polices pense qu'on peut, par accident, enfoncer 10 cm de matraque dans un anus, je pense que véritablement, il faut changer la police des polices. Dans un premier temps, voilà. Alors, moi, je n'y étais pas, donc, mais je veux terminer sur ce point-là, parce que c'est un point qui est très important. Au fond, si des éléments sont des éléments qui sont des éléments pourris, on peut le dire, malades, pourris, il faut absolument que le corps les rejette, le corps de la police les rejette, que la police des polices le fasse. Et qu'a fait Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur? Il est en train de faire comme si, effectivement, la thèse de la police des polices devait être la thèse qui était retenue. Et il fait un petit peu de réunion, il sort sur les marches de son ministère pour dire que ben, c'est très bien, le MRAP est venu, on a discuté, on a parlé entre gens sérieux, mais il faut agir. Ces gens-là, bon, d'abord, il faut qu'ils soient suspendus immédiatement. Et que, déjà été suspendu. Oui, alors, tout le monde a été suspendu, l'un est mis en examen. Mais je pense qu'il faut effectivement qu'on aille plus loin. Il faut véritablement que ces éléments-là ne puissent plus jamais, si les faits sont avérés, se prétendre policiers. Parce que comment est-ce que la population peut avoir confiance après, si on vit des situations comme celle-là? Donc il faut véritablement que le ministre de l'Intérieur arrête de nous abuser, fasse de la communication. Et je peux vous dire que moi j'ai entendu le président du MRAP qui sortait de la Seine-Saint-Denis. C'est quelqu'un d'extrêmement raisonnable, que je connais par ailleurs, et je peux vous dire qu'il était scandalisé de l'attitude du ministre de l'Intérieur. Mais nous aussi, voilà, nous aussi. Alors, Monsieur Saltel, quand vous voyez justement ces images d'échauffourées au niveau de Bobigny, ce week-end, vous en pensez quoi? Une nouvelle fois, effectivement, on rentre dans des émeutes et ça sert le jeu, par exemple, de l'extrême droite? Ah ben écoutez, moi je pense qu'en tout cas, ça sert à une mise en condition pour la préparation des élections présidentielles et législatives. Je veux dire, on a déjà vu le coup de façon régulière. Je veux dire, il faut faire peur, quoi, à des moments donnés. Vous savez, quand ces images passent en boucle, bon, je ne soutiens en rien les casseurs, vous l'avez bien compris. Je pense que ce n'est pas de cette façon. On n'affronte pas la police. La police, elle est présumée républicaine, jusqu'à preuve du contraire dans un certain nombre de cas tordus. Et donc, elle représente l'ordre, et on a besoin, effectivement, d'avoir une société qui fonctionne avec des règles, et avec des gens qui sont là pour dire quand les règles ne sont pas respectées. Y compris quelquefois des lois sont prises qui ne me conviennent pas, mais parce que c'est la loi, je les respecte, je ne me mets pas en dehors de la loi. Donc pour nous, affronter la police n'est pas une bonne chose, et même on peut dire que les quelques zozos qui brûlent les voitures, on peut comprendre qu'ils soient excédés et qu'ils soient en situation difficile, mais ce n'est pas ceux qui sont le plus en situation difficile. Il y a aussi un certain nombre de spécialistes de la bagarre qui pensent se réaliser, qui sont sans doute mal formés, mal éduqués, et qui pensent que c'est un jeu d'affronter la police. Pour nous, on n'est pas du tout leurs partisans, et on pense même qu'ils desservent la cause des gens sérieux qui veulent que les conditions de vie changent dans les banlieues. Parce que, voilà, bon, il se trouve que dans ma carrière administrative, j'ai pu travailler pendant 5 ans en Seine-Saint-Denis, je connais cette réalité-là, je sais qu'elle s'est encore dégradée depuis le moment où j'y étais passé, puisque ça remonte maintenant une vingtaine d'années, et il faut absolument, il y a besoin d'un plan d'urgence pour les banlieues. Il faut véritablement faire en sorte que plein de choses, y compris qui ne coûtent pas forcément d'argent, changent. Pourquoi est-ce qu'un jeune devrait accepter, parce qu'il habite dans tel quartier, de se voir rejeter son CV et ne pas avoir le travail par rapport à quelqu'un qui habite dans un bon quartier? Ces choses-là, on va les prendre en main. C'est tout le système qui est vicié. Avec la France Insoumise. Mais au final de compte, on remarque que c'est tout le système qui est vicié. Alors, on va du côté du téléphone, l'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Et donc, je reviens sur ce que vous dites sur l'affaire de Théo. Donc, si c'est une violence qui se passe de la part des policiers, mais ce qui se passe en ce moment en métropole, c'est encore une violence. Donc, c'est vrai, mais il vaut mieux laisser la justice faire son travail en général. Parce que si c'est vrai qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qui s'est passé sur
facile effectivement comme réponse, mais c'est une réponse assez violente. Donc vous condamnez en tout cas les échauffourées à Bobigny. Exactement. Et que pensez-vous, pendant qu'on vous a en ligne, que pensez-vous du rôle des politiques dans tout cela, de la gestion politique de l'affaire? De la gestion politique, comme on dit toujours, ça va augmenter le pouvoir de Marine Le Pen qui est pour les policiers. Donc, en général, des politiciens, ils devraient normalement, surtout le président actuel, devrait condamner la violence qui est en ce moment en métropole. Donc, sur les politiciens, on peut vraiment insister à eux de faire leur travail. Donc, ce qui se passe en ce moment, on agresse les policiers, c'est pas normal. C'est une deuxième forme de violence. La population voit on agresse les Théo, oui, mais quand on agresse les gendarmes, c'est une deuxième forme de violence que nous aussi on condamne. Cercle vicieux. Merci beaucoup en tout cas monsieur pour cet appel. De rien. Donc, justement, vous parliez, monsieur Saltel, du fait qu'il faut respecter la police. Oui. Mais on est en ce moment dans un cas de figure où les Français ne savent plus vraiment à quel sein se vouer. La police qui commet des bavures, ils voient l'affaire de Théo. Ensuite, on a l'IGPN qui finalement conclut à la thèse de l'accident. On a des politiques qui montent au créneau pour dire directement « nous défendons la police », mais le Français, lui, qui peut se retrouver, se faire contrôler dans la rue. Et surtout le Français d'origine étrangère, lui, comment il doit interpréter justement tous ces signaux? Moi, je peux vous dire des choses très précises là-dessus. Je peux vous dire, par exemple, que la position de Marine Le Pen, c'est une position de pouce au crime. Ce fait de mettre une pétition en ligne pour soutenir la police, voilà, c'est comme si on voulait autoriser la police à commettre des bavures. C'est pas ça qu'il faut faire en ce moment. Bien entendu, personne n'attaque l'ensemble de la police, mais c'est pas le moment de défendre la police si on ne prend pas parti contre ces mauvais éléments qu'il faut mettre dehors. Enfin franchement, c'est dire aux policiers, allez-y, vous serez couverts. Et c'est particulièrement grave dans un pays qui vient de prendre une décision à l'Assemblée nationale, qui est de permettre de mettre en œuvre la légitime défense. Les gendarmes qui ont une formation depuis longtemps avaient ce droit-là, on le donne, ce gouvernement-là le donne aux policiers. Eh bien, moi je suis sûr qu'on aura demain des bavures, parce qu'en même temps il faut mettre une force extraordinaire pour former la police, et puis pour ne pas attendre qu'il y ait des bavures, pour essayer d'en extraire les mauvais éléments. On a eu combien de témoignages de jeunes femmes dans la police qui ont quitté la police parce que c'était infernal de pouvoir rester dans un commissariat, dans certains commissariats, pas tous, là encore. Mais que fait le ministre de l'Intérieur pour régler ces problèmes-là? Il fait le dos rond et il réagit mal quand il y a des incidents. C'est pas ce qu'il faut faire. Il y a un travail en profondeur, c'est un métier difficile. Il faut mieux les payer aussi, les policiers. Il y a des policiers du bas de l'échelle sont mal payés. Il faut qu'on reconnaisse la difficulté de leur métier. Oui, mais qu'ils lâchent leur frustration mais qu'ils soient formés. Sur des Français. Mais qu'ils soient formés. Qu'il y ait des gradés qui les empêchent de commettre des bavures, qu'ils soient surveillés, qu'ils fassent aussi de l'autocontrôle entre eux, qu'on ne rigole pas quand, entre collègues, on se moque de la collègue féminine, en pensant que c'est une bonne blague. Il y a quelquefois, dans des zones importantes de la police, des éléments à contrôler, et comme par hasard, ça recoupe très souvent les militants du Front National qui sont aussi dans la police. Et donc ça, il faut le dire. Dans un certain nombre d'organisations syndicales, d'ailleurs, pas toutes, hein, il y en a qui font un très bon travail, il y en a aussi qui ont envie d'avoir une police qui a tous les droits, et qui sera de toute façon toujours couvert par le pouvoir politique, qui n'aura jamais tort, et qui pourra aller plus loin dans le racisme et la xénophobie. Vous savez, quand quelqu'un est contrôlé 15 fois dans la même journée en banlieue, c'est insupportable. Personne ne peut supporter ça. Bon. Qu'ensuite, il y ait des mouvements d'humeur parce que les gens en sont excédés. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher ça? Est-ce qu'on a mis en place ce qui était dans la campagne électorale précédente, un système qui permette, quand quelqu'un a été contrôlé, de pouvoir justifier qu'il vient d'être contrôlé et qu'on ne va pas recommencer à lui poser des questions, à lui mettre les mains sur la tête ou contre le mur, à le palper, à le retourner, à lui faire perdre 10 minutes? Quand ça a été fait, voilà, c'est fait. Et je ne dis pas non plus qu'on n'a pas besoin de la police. On a une situation qui est une situation où des gens peuvent se promener avec des armes,
eh bien la police doit faire en sorte que des gens ne se promènent pas avec des armes. On est Il faut lutter contre les trafics. On est complètement d'accord avec ça, mais il faut pas faire des contrôles aux faciès, il ne faut pas être dans une police qui peut développer à l'interne un racisme. C'est quelque chose qui visiblement est ancré, il y a un racisme qui est visiblement ancré en France, puisque ça se répercute même dans la police, qui se doit de protéger les concitoyens, et qui finalement ne le fait pas nécessairement. Et c'est le même schéma qui se répète un petit peu aussi au niveau des hommes politiques, qui ont un devoir d'exemplarité, mais qui ne montrent pas l'exemple. C'est ça le thème. Moi j'aurais eu aussi beaucoup de choses à dire sur Marie Galante, mais je pense que vous allez bientôt me réinviter, donc je le garde pour revenir dialoguer avec monsieur. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à se dire. Avec plaisir. Ce que je veux vous dire qui est très important, c'est que, on fait nous une réunion à Port-Louis le 23 de ce mois, le 23 février, pour présenter les grandes lignes du programme de Jean-Luc Mélenchon et présenter les premiers candidats qui vont avoir la désignation par la France Insoumise pour le représenter aux législatives. Donc ça sera le 23 février à 19 h à Port-Louis, et naturellement on invite toute la population pour venir entendre nos propositions qui sont des propositions décoiffantes. On a préparé notre réunion dont je parlais là, et on commence, parce que ça dure 35 minutes, on commence par le discours de Champagné pour cette réunion-là, parce que je crois qu'il faut qu'on l'entende en Guadeloupe. Une prise de position sur la question de l'esclavage, et donc c'était une commémoration du moment où, en 1794, il y a eu la première abolition. Alors après, avec le rétablissement par Napoléon, effectivement... Non, j'ai dit le 16 pluviose en 2, j'ai pas parlé de 1802. D'accord, non, alors... je pensais que vous aviez des... Vous allez vite quelque part. Non, le 16 pluviose en 2, c'est le 4 février 1794. Et voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc, ce discours de Champagné sera disponible donc, à Port-Louis le 23 février, c'est un jeudi, à 19 h.